Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous verrez que moi, c'est moins bien aujourd'hui. J'ai un peu une petite voix, mais voilà, j'ai tenu quand même à vous rencontrer avec mon invité parce que on a besoin de continuer à réfléchir sur les faits d'actualité de toutes les façons, mais aussi un peu sur, si vous voulez, l'histoire de la pensée à la Martinique, notamment, comment nous avons développé les croyances qui sont les nôtres, les connaissances qui sont les nôtres, comment nous composons avec les nouveautés, tout ce qui nous assaille et que nous ne maîtrisons pas, dont nous ne sommes pas nécessairement les concepteurs. Donc aujourd'hui, j'espère qu'on passera aussi un bon moment en présence de Madame Geneviève Cézille-Ménil, qui est donc la veuve, c'est bien ça? La veuve de Monsieur René Ménil, qui a été l'un des penseurs, philosophes, je pense qu'il faisait fonction aussi de sociologue de la Martinique au début du XXe siècle. Donc ce soir, nous parlons de cette personne, de son œuvre, avec son épouse, sa veuve. Et puis, nous essaierons de voir aussi où vous en êtes, peut-être de vos connaissances, de ces personnalités qui ont vraiment, qui tapissent nos mémoires, qui nous aident à savoir qui nous sommes, même avec beaucoup de recul, ou bien même à travers nos mémoires défaillantes, bien elles sont là. Je suis persuadée que M. Ménil n'est pas un inconnu dans notre espace et dans nos mémoires, et que nous allons pouvoir peut-être réactiver cette mémoire en ce qui le concerne. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée en présence de mon invité et d'être attentive et puis de critiquer, d'envoyer des messages, de faire savoir ce qui vous plairait aussi que nous traitions et puis de venir aussi, si vous avez envie de débattre d'un sujet d'intérêt collectif, eh bien, faites-le moi savoir. Voilà, je remercie d'avance à la technique, nos amis qui nous aident à réaliser cette émission, à Monsieur Granier également, qui nous permet, qui nous met à disposition sa télé pour que nous puissions, nous, être en contact les uns des autres et continuer à nous stimuler. Voilà. Bonsoir, Madame Geneviève Cézille-Ménil. Un nom bien long. Bonsoir. Bonsoir, puis je vous remercie beaucoup et je remercie Zouk TV de me recevoir. Alors j'aurais juste précisé une petite chose. Moi, je ne suis pas ici en tant qu'épouse. C'est vrai, je suis son épouse, sa veuve, mais je suis ici pour retracer des faits, des actions, pour essayer de faire découvrir ce qu'était un homme, ce qui était un Martiniquais, toutes les actions qu'il a faites avec d'autres, parce qu'il disait jamais je, il disait toujours nous. Et c'est pour montrer tout le courage qu'il a eu, tout ce qu'il a fait au plan littéraire, au plan politique, au plan social, et son action surtout pour lutter contre le colonialisme, que je suis ici. Donc c'est pour faire découvrir oui, mais l'homme. ça Voilà. ne change rien, Madame Ménil. Non, ça ne change rien, mais c'est une autre mais je comprends cette précaution, mais moi, quand je dis Cézille-Ménil, les gens me diraient, mais à quel titre elle parle voilà, est-ce qu'elle a un mandat particulier? Eh bien, elle s'autorise de cette autorisation d'être sa veuve. Je pense que oui, vous étiez son épouse en deuxième noce. C'est bien ce que j'ai compris. Oui. Voilà. Donc j'ai fait des recherches. Non, mais on en parlera, Madame Ménil. On en parlera. Ne soyez pas trop pressés. Et puis voilà, je mène l'émission comme je la sens. Donc permettez-moi de pénétrer aussi dans l'univers de mes téléspectateurs et
de vous y introduire, parce que le but du jeu, c'est vraiment qu'on se comprenne et qu'on aille ensemble de l'avant. Autrement, chez nous, on dit trop pressé, pas café jouvet. Vous connaissez, vous le connaissez. Donc, ne soyons pas trop pressés, puisque nous avons 1h30 pour parler de Monsieur René Ménil en tant que militant, philosophe, etc. Alors, donc, vous vouliez dire que vous avez fait réimprimer des œuvres, enfin en tout cas 2 ouvrages, tome 1. J'espère que les téléspectateurs vont le voir parce qu'on n'a pas eu le temps d'en faire une diapositive. Donc le premier tome, le premier volume, c'est Éveilleur de conscience, René Ménil, et donc sous-titre, avec le sous-titre Pensées et textes de René Ménil, sélectionnés et annotés par Geneviève Cécile Ménil, qui n'est pas une inconnue pour Monsieur Ménil. Et le deuxième tome, c'est Éveilleur de conscience, pareil, intitulé Pensées et textes de René Ménil, sélectionnés et annotés par Geneviève Ménil. Alors, c'est un ouvrage qui existe déjà sous cette forme-là. Le tome 1. Le tome 1, voilà. Qui était donc distribué par l'Harmattan jusqu'à maintenant, mais qui est hors du prix. Et Madame Ménil, qui veut absolument que ces ouvrages soient à disposition du public martiniquais, les a sortis donc en 2 volumes à des prix abordables pour le public et de façon à ce que cette littérature que l'Harmattan vend toujours trop cher vous soit accessible. Alors, le premier volume, c'est la reprise du volume qui est édité en France, sous le nom de René Ménil pour l'émancipation et l'identité du peuple martiniquais. Et le deuxième volume, c'est la suite des recherches que j'ai faites et que j'ai trouvées après avoir édité le premier livre qui est sorti en France. Et ils sont complémentaires. Donc vous avez enrichi le premier ouvrage, et vous avez ajouté des documents donc, que vous aviez. Exactement. Que vous étiez Ils sont complémentaires. Que vous avez écrits, qui sont écrits par lui. Non, c'est que des textes de mon époux, ou de la famille, parce qu'il y a la correspondance ou des articles d'écrivains comme Placoli, comme du courrier personnel de Depestre, etc. Oui. Et il y a quand même dans le deuxième tome une correspondance assez importante avec des responsables politiques et sa famille. Et je les ai fait figurer parce que ça montrait tout le contexte politique de l'époque et l'action qu'il a entretenue toujours avec d'autres personnes, des personnalités martiniquaises, toujours. D'accord. Donc vous êtes là parce que vous teniez bien sûr à présenter ce travail qui est important, bien sûr. Et il y a aussi de Monsieur Ménil un travail qui existe depuis très longtemps, qui a été publié chez Robert Laffont, mais Madame Ménil n'en parlera pas. C'est ce livre qui est intitulé Tracé et que tous les Martiniquais qui étaient étudiants dans les années 70 possédaient parce qu'on a beaucoup travaillé sur ces textes. Vous voyez, donc Tracé, identité, négritude, esthétique aux Antilles, et on a une photo de l'ouvrage Légitime défense. Ouais. Il y en a un autre aussi. Alors je vais rajouter quand même en ce qui concerne Tracé. J'apprécie beaucoup ce que vous venez de dire, que des étudiants l'ont étudié. Parce que ce livre-là, il n'a pas été vendu et Robert Laffont l'a détruit. Ils l'ont mis au pilori. Tellement il y avait un stock et ça ne s'est pas vendu. Alors, il a été étudié, tant mieux. Vous me dites que vous l'avez étudié, d'autres étudiants, j'en suis ravie, parce que malheureusement, et ça a été un drame pour lui, parce qu'on détruisait, en fait, entre guillemets, son bébé. On détruit toujours. C'était un gros travail qu'il a fait, qui était important, ce travail-là. On le trouve donc dans beaucoup de bibliothèques à la Martinique, Tracé, René Ménil. N'oubliez pas, si vous avez envie de découvrir son œuvre aussi d'une manière plus globale. Alors, Madame Ménil me montre un prix France Fanon qu'elle a eu en 1999 et qui s'appelle Antilles, déjà jadis, préface de Tracé. Un petit peu plus haut. Voilà, préface de Tracé.
Vous allez précéder de tracer. Donc il a repris, voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, il a repris dans Antilles déjà jadis, il a repris tracé. Et il a eu un prix Frantz Fanon. Oui, il a eu le prix Frantz Fanon. Oui, le prix Frantz Fanon, qui en fait couvre toute son œuvre, tout le travail qu'il a fait, je pense, toute sa vie, pas uniquement ce livre-là. Oui. Qui, comme les autres, très très intéressant. Et voilà. D'accord. Alors, donc, on va essayer d'entrer un peu dans cette œuvre-là. Et puis, donc, qu'est-ce qui vous a poussé à reprendre donc, l'ouvrage à l'Harmattan, à le publier par vos propres moyens? Je suppose que c'est cela. Absolument, oui. Oui, financièrement, c'est moi. Oui, c'est un gouffre, je sais. Donc, et puis, donc, il m'a poussé. Déjà, depuis son décès, il est mort en 2004, je n'ai eu de cesse que de retrouver tous les articles qu'il avait faits, aussi bien en Martinique que pour la France et l'étranger, parce qu'il est connu aussi à l'étranger, ses écrits, ses actions, et j'ai voulu porter à la connaissance du peuple martiniquais ce qu'il avait fait et qui avait fait avancer l'histoire. Il fait partie de l'histoire. D'ailleurs, c'est M. Aimé Césaire qui l'a dit. Tu as participé à fonder la Martinique. C'est lui qui le dit. D'accord. Et puis, donc, j'ai commencé par éditer le premier livre qui est sorti en France, donc, à partir de mes propres archives. Parce que qu'est-ce qui se passait? Au début, les articles, ils n'étaient pas signés. Ça paraissait surtout dans Justice. Ils donnaient priorité au journal Justice. Soit dit en passant, Justice a 100 ans cette année. Et il va y avoir des commémorations qui vont être faites au mois de mai. Donc, et il a été rédacteur en chef du journal Justice, et il donnait la priorité à Justice avant tout autre journal ou revue. Il a participé à des revues prestigieuses aussi, des revues françaises, internationales, comme je disais tout à l'heure. Donc, au début, il ne signait pas. Alors ça a été un problème. Donc, j'ai passé mon temps aux archives du Parti communiste, à essayer de regarder les revues depuis 1932, et il n'y avait rien. Donc, 32-33, signé René Ménil, puisqu'il ne signait pas. Et puis, par contre, et là je vais en parler tout à l'heure, ça commence en 1932, l'action. Alors, je vais continuer, je vais continuer avec le livre qu'on est en train de parler. Donc, après, il donnait à Justice ses textes à taper à la machine pour qu'ils soient imprimés dans le journal Justice. Le problème, c'est que ce n'était pas toujours édité. Donc on a perdu ces textes-là parce que la secrétaire ne conservait pas les écrits, ces manuscrits. Du jour où on était ensemble, j'ai dit, moi, je sais taper à la machine, je suis diplômé dactylographie, je vois pas pourquoi tu vas les donner à taper alors que je peux très bien le faire. Voilà comment ça a commencé. Et j'ai conservé ces manuscrits. Je les conservais, je remettais le document dactylographié à Justice. Donc, on trouve tous ces documents. J'ai trouvé la majorité des documents dans Justice. Malheureusement, Justice, que ce soit le premier tome ou le deuxième tome, parce que j'ai dit qu'ils sont complémentaires, les deux. Donc, Justice a conservé ses archives. Bien, c'est une très bonne chose. Ça fait partie du patrimoine martiniquais, ces archives-là. C'est très important. Seul problème, c'est que tu es ouvert un peu à tout le monde. Donc, il y a des archives, j'ai vu dans les années 30, 35, qui étaient découpées, ou alors abîmées par le temps. Donc, je pense qu'on en a remis une partie aux archives départementales pour les reprendre, pour les conserver aussi. Mais j'ai continué à faire des recherches en France. Je suis allé jusqu'en Russie. Et en France, dernièrement, j'ai trouvé, et là, ça a été une aubaine, j'ai trouvé aux archives d'AOM, ça s'appelle les archives d'outre-mer, à Aix-en-Provence. Et ils ont des journaux de 1933, 1934, 1932, assez abîmés aussi. Mais j'ai pu trouver, pour le livre que je vais parler tout à l'heure, des documents très importants, et vraiment très importants pour le journal de Justice. Donc, j'ai retrouvé, et dans les revues internationales... Excusez-moi, pour les articles qui n'étaient pas signés, comment avez-vous pu établir la paternité? J'ai fait des photos. Lorsque je pensais que c'était lui, parce que j'ai lu tous les articles possibles de Justice, tous
tout ce qui existait. Et quand j'étais à peu près certaine, parce qu'il y avait des éditoriaux, les éditoriaux n'étaient pas signés. Or, ils faisaient des éditoriaux. Donc, dans ce cas, quand j'étais à peu près certaine que c'était de lui, je faisais faire des photocopies. Avec ces photocopies, parfois c'était pas très bien, je les retapais à la machine et je les apportais à Armand Nicolas, parce qu'Armand Nicolas supervisait mon travail. Et Armand en relisait, me disait: Geneviève, c'est à 100% René Ménil. Quand on n'était pas sûr à 90%, je les ai pas publiés. Donc on m'a dit il aurait peut-être fallu les publier. Non. Alors donc, moi, ce que voilà. je vous propose, pour que nos téléspectateurs vous suivent avec profit, c'est que nous commencions par le commencement. Voilà. Puisque ce que vous déplorez, c'est que René Ménil, qui est une personne qui a joué un rôle central dans l'éveil des consciences ou dans la lutte aussi anticolonialiste, ne soit si peu connu. Bon, il n'est pas le seul, mais il en était en tout cas. Donc, allons commencer par le présenter à nos téléspectateurs. Alors, je vous remercie, mais comme on a commencé à parler des deux livres qui sont sortis, et donc, il est né en 1907, voilà, et il est mort il a vécu 97 ans et demi, voilà, il est décédé en 2004. Il a fait ses études au lycée Schœlcher, et puis il est parti de 1920 à 1927, il était au lycée Schœlcher. Ensuite, il est parti et il a été élève au lycée Louis-le-Grand. On l'a ignoré. Quand il y avait eu une manifestation pour les anciens du lycée Louis-le-Grand, on ne trouvait pas le nom de René Ménil. C'est comme ça. Donc, au lycée, le lycée ça commençait déjà par l'occultation. Mais c'est le lycée qui a fréquenté Aimé Césaire. Oui, il a fait ses études à Louis-le-Grand. Après, il a, en compagnie d'autres étudiants, il ne faut pas le négliger, en compagnie d'autres étudiants, lui, il a créé le groupe Légitime Défense. Et au départ, il y avait 8 étudiants dans ce groupe-là qui ont signé le manifeste Légitime Défense, qui a été fait en 1932. C'est-à-dire 1932, c'est l'année où il y a eu ce manifeste et où les étudiants ont décidé donc non seulement de réagir, c'était un mouvement révolutionnaire, marxiste, anticolonialiste, et où ils affirmaient d'une part qu'ils étaient anticolonialistes, qu'ils étaient révolutionnaires, je viens de le dire. Ils s'appuyaient sur la thèse marxiste, ils étaient marxistes. Et surréalistes, ils se référaient à André Breton et Freud aussi. Mais surtout, ils affirmaient surtout qu'ils avaient une identité propre. Ce sont les premiers à avoir dit qu'ils étaient d'origine, ils étaient des descendants de nègres. Donc c'était leur racine aussi. Et ils étaient trop imbibés de blancheur, entre guillemets. Tout était fait par des blancs, on leur donnait une éducation blanche, donc ils se sont soulevés contre ça. Ils ont réagi, ils ont écrit. Si vous voulez, je peux en lire un petit passage. On pourra tout à l'heure, je vais voir. Donc, après, surtout, ils réagissaient contre la colonisation, parce que une colonisation, c'est quoi? C'est d'opprimer des gens. Et c'était une oppression terrible. Il y avait des assassinats. Il y avait, à cette époque, faut se reporter en 1932. C'est pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de liberté. On n'a pas beaucoup changé. Enfin, je dis pas. Non, mais je veux dire, il n'y avait pas de liberté. Il n'y avait pas. Si vous imaginez que si vous étiez pris à lire ce livre avant, je dois dire qu'avant, il a été fait en France. Parce que c'était le seul endroit où ils pouvaient le faire. Ils n'auraient pas fait en Martinique, ils auraient été arrêtés, voire tués. Parce qu'il n'y avait pas de liberté d'expression, surtout pas. Donc, il fallait ils ont trouvé le moyen, c'est de le faire, de l'éditer. Donc, d'abord, créer le mouvement, et ensuite d'éditer. Ils sont 5 jeunes à écrire. Vous voulez montrer le premier? Alors, ça, c'est la version que vous venez de reprendre. Mais vous avez la première version. Donc voilà. C'est la revue que vous avez donc réimprimée, c'est ça? Voilà. Alors,
je vous remercie de me Parce qu'il y a une première que beaucoup de gens à la Martinique, beaucoup de gens la connaissent, celle-là. Alors, cette première édition a été créée par Jean-Michel Place. Et il se trouve que Jean-Michel Place, son fils, m'a demandé l'autorisation il y a exactement 7 ans, parce que le livre était épuisé. Il y a 7 ans, c'est derrière 8 ans aujourd'hui, ils m'ont demandé l'autorisation de le rééditer. J'ai accepté. Il se trouve que 7 ans après, il n'y avait toujours rien de fait. Je suis allée 3 fois à Paris, exprès pour ce livre, voir alors qu'est-ce que ça devient. La première fois, on m'a dit faudra revenir. La deuxième fois, on m'a dit on s'occupe d'Aimé Césaire, on fait toutes les œuvres de Césaire, on verra après. Et la dernière fois, quand je suis allée à Paris, on m'a dit non, on ne connaît pas, non, on n'a rien de prévu pour Ménil. J'ai dit d'accord, ok. Donc j'ai dit, vous l'avez sorti, je vais le rééditer. Mais c'est une version augmentée par des textes que vous avez trouvés aux archives de Aix-en-Provence, etc. Ici et Aix-en-Provence. Mais surtout les plus importantes, c'est vrai que c'est à Aix-en-Provence. D'accord. Parce que comme je continuais de faire mon travail de recherche pour mon livre, que je continuais à travailler, donc j'ai vu qu'il y avait des articles, j'ai lu des articles signés Légitime Défense en 1933. J'ai dit donc le groupe a continué d'exister, le mouvement Légitime Défense a continué. Il n'y a eu qu'un exemplaire. Il devait y en avoir d'autres, donc ils avaient prévu de faire un deuxième exemplaire, et peut-être même plusieurs. Il n'y en a eu qu'un, mais effectivement, des articles, j'en ai trouvé, et j'en ai trouvé 12 articles signés ou Légitime Défense ou LD pour Légitime Défense. Donc j'ai dit, ça aurait fait l'objet d'un livre. Par conséquent, je vais l'ajouter à la réédition originale. C'est pas l'original, c'est une réédition, celle de Jean-Michel Place. L'original, ça a été prêté par René Ménil à Jean-Michel Place pour le rééditer, l'original de 1932, et on ne lui a jamais restitué. Bon, j'ai copié l'édition de Jean-Michel Place pour faire le mien. Pour faire l'édition que je réédite. D'accord, donc nos amis peuvent voir. Alors, c'est un recueil de textes. Alors, vous nous parliez de ce recueil-là pour parler des débuts de René Ménil dans la vie militante. Oui, bien sûr. Alors déjà, dès l'école, il avait dit j'aurai une place à... Il a remarqué qu'il avait un rôle à jouer dans la société dès qu'il était à l'école primaire. Vous voyez, il a toujours su qu'il avait un rôle à jouer, qu'il allait passer sa vie à combattre. Il vient d'un milieu où on était engagé dans la vie publique, non ? Non. Il vient d'un milieu, son papa était paysan et sa maman a été couturière. Elle a fait de la couture pour pouvoir payer les études, au moins au lycée Schœlcher de son fils. C'était du Gros-Morne, la famille Ménil est du Gros-Morne, et quand il a fait ses études, lui, au lycée Schœlcher, la maman est allée habiter à Fort-de-France. D'accord. Pour que ça soit plus proche. Et il n'était pas apparenté à M. Guillaume Ménil, qui a été le maire du Gros-Morne ? Oui, bien sûr. Oui. C'est son frère. Voilà, c'est son frère. Pour ça, je parlais d'engagement dans la vie publique. D'accord. Pardon, excusez-moi. Okay. Il était sans étiquette. Guillaume Ménil était sans étiquette. C'est sa fille que j'ai vue encore aujourd'hui, donc Ginette, Madame Saint-Fort. Donc elle me parlait, et justement, d'où l'importance de ce livre. Alors déjà, il a été édité, il fallait l'amener en Martinique. Or, dès que ça arrivait, si ça partait par bateau, il y avait la police. La police qui faisait une censure, qui les prenait aussitôt, et puis était arrêté ceux qui le transportaient. Donc ça arrivait en cachette. Il y en a eu très peu en réalité qui ont franchi le sol martiniquais, puisqu'ils ont été détruits par la police, et quelques-uns qui avaient, et notamment pour la revue Tropique a eu un sort un peu dans laquelle il a... Oui, c'est après. Mais ce sort-là a duré un certain temps, puisque même dans les années 30-40, on en était encore à écrire dans la clandestinité. Enfin... comme vous avez cité Guillaume Ménil, Guillaume Ménil, donc le maire, l'ancien, qui a été maire du Gros-Morne, député maire d'ailleurs, du Gros-Morne, sa fille me disait que quand ils avaient des amis, ils faisaient attention s'il n'y avait personne, ils montaient au grenier où était caché Légitime Défense. Il le descendait et il le faisait connaître, il en lisait des passages à ses amis. Mais les amis étaient sélectionnés parce que lui-même, s'il était pris à lire, il était arrêté. C'est dire l'importance de Légitime Défense, et c'est dire l'importance de la réaction de ce qui se passait à cette époque
pour détruire tous ceux qui voulaient trouver leur liberté, quoi. La réaction était féroce. D'accord. C'était Donc féroce. il est à Louis le Grand, il rencontre Aimé Césaire, Léraud, tous ces gens-là. Ils forment. Non, c'est après. Non. Aimé Césaire, c'est plutôt. Parce que Aimé Césaire démarre aussi avec eux. Oui, mais non, là on va un peu trop vite parce que 1932, légitime défense. C'est le premier où ils sont anticolonialistes, où ils affirment qu'ils sont nègres, qu'ils sont noirs, contre contre l'oppression blanche, contre l'oppression coloniale, contre toute cette éducation et vous blanche. En excluez Césaire, pourquoi? Attendez, alors ça c'est 1932. Oui. En 1935 est publié avec Léon Gontran Damas, Césaire et Senghor, c'est là qu'apparaît Césaire, est publié l'étudiant noir. Mais l'étudiant noir, c'était quoi? C'était pour réagir contre, à Paris, dans le quartier latin, il y avait beaucoup d'Africains. Et les Africains qui se battaient, ils se battaient des ethnies différentes. Donc ils sont intervenus, ils ont dit, voilà, maintenant ça suffit, nous sommes des Noirs, et nous devons... alors ils ont refusé tout ce qui venait de l'Occident, mais ils ont dit, nous sommes des Noirs, et nous devons maintenant lutter sur le plan culturel, sur le plan noir. Il n'y a pas encore le mot négritude, il n'arrive pas encore. Hein. Donc c'est l'étudiant noir en 1935. En 1937 apparaît Pigment. Pigment de Léon Gontran Damas. Pigment, il y a des poèmes, alors c'est aussi contre la colonisation, mais Pigment, c'est le premier, c'est Léon Gontran Damas, excusez-moi, qui a utilisé le mot négritude. L'histoire le prouve. C'est lui qui a utilisé le mot négritude. C'est monsieur Léon Gontran Damas. Ensuite apparaît en 1939. Il y a des versions un peu historiquement, c'est facile à prouver. Oui. Il suffit de reprendre les documents. C'est des chercheurs qui peuvent faire ça. Mais c'est une question de parce qu'on a tellement modifié l'histoire. Oui. Je vous dis, on a beaucoup occulté, on a beaucoup voulu effacer certains. Mais c'est pas d'aujourd'hui qu'on affirme que Gontran Damas est à l'origine de ce courant-là, courant de la négritude, auquel Césaire et les autres vont adhérer, parce qu'il y a Senghor et Césaire qui forment aussi un diptyque qui joue un rôle très important. Oui, mais je montre historiquement comment ça se passe, et apparaît en 1939, Cahier d'un retour au pays natal, c'est en 1939. Oui. Après, en 1941, apparaît Tropique, où... Oui, je vois, mais ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre cette espèce alors je dirais pas de rivalité, mais il y a quelque chose dans votre manière de présenter l'œuvre ou de vouloir le mettre en valeur, en avant, dans une sorte de concurrence avec Aimé Césaire. Je ne comprends pas. Non, c'est pas une histoire de concurrence, c'est le fait que René Ménil a toujours été occulté. Mais pourquoi? Vous prenez la télé, je ne sais pas. D'ailleurs, il y a une interview dans le livre où la Déviant lui dit « Mais pourquoi Aimé Césaire et Fanon n'ont jamais parlé de vous ?» Il répond « Faudra leur demander. » Bon, c'est dedans, il y a une interview. Hein. Les journalistes se sont quand même penchés sur ça. Hein. Il a été occulté, il a gêné, c'est tout. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas qu'en 1932, il existait ? Pourquoi? Il y a eu une conférence dernièrement, on a complètement occulté 1932. Heureusement, il y avait la directrice de l'université qui a parlé de 1932 avec légitime défense, qui a rattrapé les choses de tout temps. Vous écoutez les télévisions, on va parler de Césaire, Glissant, Fanon, et jamais vous entendez parler de René Ménil. Or, c'est un élément de l'histoire de la Martinique, c'est un grand écrivain, c'est un grand combattant qui a fait avancer les choses, qui a lutté pour la liberté des gens, pour la liberté. Alors, on va voir en quoi il a parce que c'est important aussi de ne pas asséner les choses, mais de les expliquer. Donc, il fait ce travail autour de légitime défense en 1932. Donc, vous le considérez comme un pionnier de ce mouvement où les Noirs se revendiquent nègres et rejettent toute la culture aliénante dans laquelle ils sont socialisés.
Et surtout, ils affirment leur identité. Ils ne sont pas des blancs, ils ne sont pas blancs, ils rejettent Non, mais on sait bien qu'ils sont pas blancs. Non, parce que comme il dit lui-même, lors d'une interview qu'il dit à un journaliste, mais tout est expliqué dedans. Hein. Justement, c'est l'intérêt de lire, parce qu'on voit cette évolution politique. Donner envie aux téléspectateurs de lire l'ouvrage. Oui, donc nous, on est en train d'expliquer pour que les téléspectateurs s'accrochent, comprennent et aient envie de découvrir. Il dit lui-même, j'étais césairiste avant Césaire, c'est dans le livre, lors d'une interview, et j'étais fanoniste avant Fanon. Pourquoi est-ce que jamais un journaliste ne parle de Ménil, de l'action en 1932 ? Ménil et les autres, hein. Attendez, parce qu'ils étaient d'autres étudiants. Non, parce qu'il n'y a pas que M. Ménil, mais il se trouve que vous êtes Madame Ménil. C'est pour ça qu'au début, j'ai quand même posé la question. Vous me disiez que vous n'étiez que là, quelqu'un qui vient présenter son travail. Mais c'est important qu'il y ait quelqu'un de son entourage, je l'ai bien connu, qui décide de travailler, d'œuvrer à le faire connaître et à montrer ce qu'il a laissé à sa société. Souvent, on n'est pas cordonnier, n'est pas mieux chaussé parce qu'il est chez lui. Il faut vraiment attendre parfois des siècles pour pouvoir reconnaître certaines personnalités. Il y a des personnalités qui crèvent l'écran, il y en a qui travaillent dans l'ombre et qui ne sont reconnus que des centaines d'années après, etc. L'essentiel, c'est qu'ils ne soient pas perdus. Donc, vous êtes Madame Ménil, vous avez entrepris de faire ce travail autour de son œuvre pour le faire connaître. Donc nous, on ne veut pas savoir seulement qu'il a fait beaucoup de choses, on veut savoir comment il l'a fait et quelle est sa trajectoire. Donc après Légitime Défense, il va être dans les mouvements avec Césaire, avec tous les autres qui vont écrire, et parce que je l'ai retrouvé aussi dans Tropique. N'est-ce pas ? Il a continué. Après Légitime Défense, en 1935, il a créé un autre groupe. D'accord. Il a créé le groupe Front commun avec Gratien, Lamont. Donc là, vous êtes déjà dans le Parti communiste. Il n'est pas encore... mais c'est le nom qu'avait le mouvement qui allait devenir après le Parti de la Martinique. Alors ? Et Front commun s'est associé au groupe Jean Jaurès. Oui, tout à fait, ça s'appelait le groupe Jean Jaurès. Le groupe Jean Jaurès, c'est-à-dire c'est Jules Monroe qui avait créé... Jules Monroe, on parle toujours de Monroe, il n'est pas tout seul quand même. Il y avait Bissol aussi. Donc ils avaient créé le groupe, un groupe socialiste tout simplement. Joseph Dail aussi. Et ils se sont désolidarisés quand il y a eu un problème avec Monsieur Lagrosilière qui s'était affilié avec un usinier. Et donc là, ils se sont désolidarisés et ils se sont rapprochés du groupe communiste. Voilà. Donc après, il y a eu les événements qui ont fait... Donc, il est en tout cas parmi les fondateurs du Front commun, qui va être ce groupement... S'associer au groupe Jean Jaurès. Au groupe Jean Jaurès, et qui va donner le Parti communiste martiniquais après. Oui. Ensuite, mais vous parliez aussi à quel moment, entre le moment où il est en France, où il étudie, où il milite, etc., et le moment où il va être au Front commun. Alors, je vous remercie de me reprendre. À la suite de Légitime Défense, il y a eu une action du gouvernement, on leur a coupé la bourse. D'accord. Donc il est revenu en Martinique. Donc c'est là où il a agi en Martinique, puisqu'il n'avait plus les moyens de continuer ses études en France. Voilà. Donc là, il a créé... Il rentre à la Martinique. Il rentre à la Martinique. Et donc, il va faire partie des fondateurs du Parti communiste. Non, enfin, avec les partis... Voilà. Parce que le Parti groupes... communiste martiniquais, c'est en 1957 oui, je sais, mais il y a tous ces groupes qui vont donner naissance, avec les mêmes personnes, qui vont donner naissance à ce parti, sauf qui va se séparer, bien sûr, de Joseph Lagrosilière, qui était donc, au départ, les prémices du Parti socialiste. Parce que là, M. Césaire, il était communiste, ils ont travaillé ensemble. D'ailleurs, quand il a quitté le Parti communiste en 56, en octobre 56, en 1955, il faisait partie d'un groupe, Monsieur Aimé Césaire, avec Gratien, avec d'autres, faisait partie pour dire que la Martinique était une nation. En 1955, en 1956,
il a claqué la porte du Parti communiste, il a fait sa lettre à Maurice Thorez. Et en 1957, donc, il faut dire qu'ils étaient amis. Ils étaient amis avec M. Césaire. Ça a été vraiment un bouleversement. Et donc, ça a été une bombe atomique, m'a dit Armand Nicolas, donc à la suite de cette démission. Enfin, c'était quand même une figure de proue, puis ils agissaient tous ensemble, quoi. Et donc, il a créé son propre parti, donc en 1958, donc le Parti progressiste martiniquais. Et puis, en fait, bon, ils avaient un peu les mêmes buts, hein, le Parti communiste, bon, c'était différent, mais au fond, ils luttaient pour le peuple, c'est ce que je veux dire en gros, quoi. Mais de ce fait, il reste dans ce parti sa vie durant, ou bien jusqu'à sa mort, ou bien il va fonder autre chose. Quand il arrive ici à la Martinique, quand il revient, je crois qu'il enseigne au lycée Schellcher. Il enseigne au lycée Schellcher. Voilà, donc il est encore au contact de Césaire. Ils sont encore un petit peu... Armand Nicolas, tous ces gens-là se retrouvent. Donc tous ceux qui portent au départ le Parti communiste, qui le font vivre, avec Armand qui est secrétaire général à un moment donné. Hein, oui, ça c'est beaucoup avant, plus tard. Il y avait M. Sylvestre, 61, Camille Sylvestre, qui était le premier. Donc tous ces gens-là se retrouvent dans le même... C'est une sorte de microcosme. Mais alors comment se fait-il qu'il passe à l'histoire et que M. Ménil, eh bien, malgré ses écrits, peut-être que personne ne le connaît parce qu'il ne signait pas ses écrits non plus. Est-ce que c'était quelque chose qui était en relation, en liaison avec sa personnalité ou avec une manière d'exister qui n'était pas du tout dans le vedettariat, dans la mise, etc. Ça ne se mettait pas en avant, ça c'est sûr, il se mettait pas en avant. Mais il agissait, c'était une éminence grise. Il agissait beaucoup. Quand on lit les documents, on se rend compte qu'il avait un rôle énorme au plan politique, toutes les actions qu'ils ont eues. On a honoré M. Plenel. Il y a une école qui porte son nom, je crois que c'est à Morne-Rouge, si je ne m'abuse. Il y a une lettre dedans où il y a une action en France et il nous dit, M. Plenel demande à René Ménil l'autorisation d'agir. Je n'agirai pas si vous ne m'autorisez pas à le faire. Il y a des lettres comme ça extraordinaires où on voit la responsabilité. Il avait des responsabilités. Quelle était sa fonction dans le parti ? Dans le parti ? Il était enseignant en quel domaine ? Il était professeur de philosophie. C'est ça, c'est bien ce que je me dis. Il y avait 3 professeurs de philosophie. Bien sûr, parce que dans Tracé, on a beaucoup on sent très fort cette influence. Donc c'était un penseur dans le parti. C'était un penseur. Un concepteur. C'était vraiment le penseur. D'ailleurs, hier, je discutais en rail des gens qui l'ont eu comme professeur. Tous s'accordent pour dire que c'était un penseur. Bien sûr. Parce que vous aviez des activistes, vous aviez des penseurs, vous aviez des gens qui étaient entre les deux. Et lui, il était... C'est le penseur. Et du coup, un penseur, en plus, qui ne se met pas en avant, qui ne signe pas, mais qui produit de manière à ce que le mouvement ait se structure et une pensée active parce qu'il y a eu beaucoup de choses de faites à cette période. La première moitié du XXe siècle, la Martinique est bouleversée. Elle change totalement de figure, de configuration. Donc on sait le rôle important qu'a joué le Parti communiste dans cette transformation de la société. On sait aussi qu'il y a eu des penseurs. Césaire était censé en faire partie, mais peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était aussi tout aussi efficace, sinon plus, mais qu'on ne voyait pas, pour des raisons. Alors ça, c'est important de l'expliquer, parce qu'il y a des questions de personnalité qui jouent lorsqu'on veut justement comprendre pourquoi il y a des personnes qui ont moins produit et qui sont mises en avant, et d'autres qui ont beaucoup fait et qui sont... Bon, ça, c'est la société aussi. Elle fonctionne ou elle dysfonctionne sur la base d'un certain nombre de... Je dirais pas d'injustice, mais voilà, le monde est comme ça et on essaye de comprendre. Mais la démarche de vouloir lui restituer sa place, elle est louable, elle est noble. Mais maintenant,
puisque ça n'a pas été fait, il faut que vous soyez à la hauteur de la tâche que vous vous donnez. C'est-à-dire que vous expliquiez aux gens qu'ils aient envie de lire, et il faut lire. Moi, j'ai pas eu le temps, chers téléspectateurs, parce que j'étais malade, un peu bouleversée là dans beaucoup de choses, mais c'est un livre que je lirai aussi, comme j'ai lu Légitime défense, Tracé, ce qu'il a publié dans la revue Tropique, etc. Donc, maintenant, il y a les 2 tomes que Madame Ménil met à votre disposition. Essayez de découvrir en quoi M. Ménil a été une sommité, en tout cas au niveau de la pensée, dans les avancées qui ont marqué, les avancées sociales, politiques, qui ont marqué la première moitié du XXe siècle de notre pays, même si après nous avons effectivement été unanimes pour condamner ce parti qui n'aurait pas été, qui n'aurait pas opté pour la solution. En tout cas, il y a eu le Parti progressiste après qui a, en tout cas sur le centre-ville où le mouvement était concentré, qui a un petit peu détrôné le Parti communiste. Voilà. Alors ? Oui. Alors tout à l'heure vous disiez, je vais revenir à ce que vous dites. Tout à l'heure vous disiez est-il resté communiste jusqu'à sa mort? Oui. Ouais, il est mort marxiste. Il était marxiste avant tout, en fait. Hein. Donc c'était un penseur. Ce qui est étrange, c'est qu'il a eu une action très très forte. C'est écrit. Et il a eu une action très très forte, mais il ne faisait pas de prosélytisme. De ses étudiants, j'en ai contacté près de 600. Pour avoir des anecdotes, je n'en ai pas eu parce qu'il n'y avait pas d'anecdotes à faire sur lui. Des témoignages beaucoup, magnifiques, mais tous s'accordent à dire qu'en fait, jamais il a parlé de son action politique. Et il était professeur de philosophie, il leur apprenait à devenir un homme aussi, c'est ça, c'est presque, vraiment, j'ai de très beaux témoignages, encore là, toute cette semaine, ça n'arrête pas, peut-être grâce à ces livres-là, où on pose des questions, et c'est ça qui a marqué aussi les gens. D'ailleurs, quand il est décédé, il a été exposé, et vous pouvez vous assurer qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont venus le saluer, y compris, d'ailleurs, les Becquet qu'il avait eu comme élève, et il y en a eu beaucoup. Ça veut dire quand même... c'est une petite alors qu'il a lutté quand même pour je ça. Sais pas pourquoi. C'est moi qui l'ajoute, c'est moi qui ajoute ça. Oui, mais ça vous ajoutez les Becquet, il y a eu les Noirs, il y a eu les autres aussi. Non, mais je veux dire, comme on a fait une toujours campagne, besoin de dire qu'il y avait plus important que ça. Non, mais il était important, il était communiste d'abord pour son peuple, c'est bien ce que j'ai compris, pas forcément pour une catégorie particulière de la population. Maintenant, une fois qu'il est revenu à la Martinique, parce que vous avez expliqué qu'on lui a coupé la bourse, à quel moment il travaille, il contribue à Tropique, puisqu'on va essayer de rester sur son œuvre littéraire. Alors pendant la guerre, ils sont au lycée Schœlcher avec donc Aimé Césaire, lui, Suzanne, Armand Nicolas, qui a fait un article, quelques-uns, et donc il collabore dans Tropique, et puis après il tombe malade. Il est obligé de partir en France après. La revue Tropique a existé jusqu'en 1945. Elle a été censurée. Elle a été censurée, mais ça a repris, puis c'était la fin. Sous l'amiral Robert. Sous l'amiral Robert, voilà. Et puis donc, il signe pas mal d'articles dans la revue. Ah oui, bien sûr. Revue Tropique, très intéressant. Celle où on trouve aussi... la femme d'Aimé Césaire, comment elle s'appelle? Suzanne, je la trouve. Oh, voilà. Du coup, on lui a rendu hommage. Il y a eu un hommage à l'Atrium, très très bien. Il y a un film qui se tourne sur elle. C'est une Américaine qui le fait en ce moment. Voilà, chers amis, la grippe m'a un petit peu... Alors, j'ai oublié aussi. Donc, il est reparti Suzanne à Paris. Aussi, merci. Ça m'est revenu. Et donc, il y a beaucoup d'articles d'elle et de René Ménil. Alors, j'ai cité René Ménil dans un de mes livres qui s'appelle La culture de l'entraide, où il parlait de ces gens qui parlent de culture et qui n'ont fait que réciter pendant 3 siècles des âneries qu'on leur apprenait à l'école. Et c'était de la revue Tropique que j'avais sorti cet extrait qui me parlait, puisque je parle dans ce livre de notre culture. Donc pour moi, la résonance était forte. Donc après Tropique, qu'est-ce qu'il devient? Alors, en 1945, il part
pour des raisons de santé, mais en plus il s'inscrit à Paris à l'Institut d'ethnographie, où il fait des études d'ethnographie, de sociologie. Enfin, il a pas mal de diplômes, parce que c'était un homme qui voulait aussi découvrir, apprendre en plus. Et de là, donc, il a joué son rôle. Il revient aux études, pourquoi? Il y avait une raison? Parce qu'il avait un besoin d'étudier, et puis il était malade. Il a été donc très pendant malade. ce séjour, il en a profité pour se faire soigner. D'accord. Son beau-frère, c'était le docteur Thésée, donc il était hébergé là, qui s'occupait de lui. Bon, et puis, il faisait des études en même temps, quand il pouvait, parce qu'il était un peu fatigué. Donc après, il est revenu, et bon, il a agi beaucoup sur place, parce qu'il y avait les événements politiques qui se passaient, puisque il y a eu des fonctionnaires Mauvois, enfin il y en a beaucoup, Armand Nicolas, qui avaient pris parti. Le truc des 60, qui avaient pris parti pour les Algériens pendant la guerre d'Algérie. Donc il y a eu l'ordonnance de 1960 qui a été faite par le général de Gaulle et qui les sommait d'un changement de résidence, et ils ont refusé. Donc ils ont été rayés des cadres. Ils ont été rayés des cadres, ça a duré pendant plus de 10 ans. En réalité, ça a duré 12 à 14 ans. On va dire Armand Nicolas. Ils ont été repris, mais sans effet rétroactif. Oui, tout à fait. Donc, alors, ordonnance de 60. Et puis, alors là, il a été rédacteur en chef de justice. Puis aussi... À partir de cette année-là, il était rédacteur en chef de justice à partir dans les années 57. Donc, pour sa maladie, il reste en France un certain temps. Il étudie où ça? Dans quelle fac? C'est pas la fac, c'est le musée de l'Homme. Au musée de l'Homme, d'accord. Et donc, il passe un certain temps, une année, plus d'une année? Oui, il passe plusieurs... Pour ses études, je sais pas, plusieurs temps. Non, mais en France, il reste plusieurs années. Plusieurs années. Et il revient donc à la Martinique, à quel moment? Je n'ai pas la date exacte, mais... il part en 45, il revient dans les années 50? Dans les années 50, à peu près. Ok. Donc, à ce moment-là, il devient rédacteur en chef de justice? Alors, non, oui, il est rédacteur en chef de justice en 1957, 1956, à peu près dans ces années-là. Okay. Puis il devient en 63 le directeur d'Action. Oui, je connais. Action, c'est l'organe politique du Parti communiste. Alors, c'était quand même d'un niveau, des études politiques, sociales, mais d'un niveau quand même assez élevé quand même, de très bonne tenue, très études. Donc, il est le directeur d'Action. En 1963. En 63, oui. Mais ce journal-là aussi, il a une durée de vie relativement courte. Il a eu une durée de vie... Ça s'est arrêté, ça a duré assez longtemps quand même, ça a repris, mais après, il n'était plus le directeur, et puis ça n'existe plus de toute manière. Ça, voilà. Mais on peut le consulter à la bibliothèque Schellcher. Oui. J'en possède aussi, Armand Nicolas en possède, je crois qu'il possède toute la collection, lui, d'ailleurs. Et puis, donc, après, il écrit donc Tracé, esthétique, identité, négritude aux Antilles. Ça, c'est en 1981. C'est ça, qui a été publié chez Lafon, mais qui va être repris donc dans Antilles déjà jadis. Voilà. Qui a eu le prix France Fanon. Alors, quelqu'un vous avait demandé pourquoi on ne parle pas de... Fanon et Césaire ne parlent pas de lui, mais du coup, il a quand même eu le prix France Fanon. Mais il n'a pas existé... C'est une bonne remarque. Non, mais il n'a pas existé de prix Césaire. Mais Césaire, c'est peut-être pour ça qu'il ne l'a pas eu. Bon. Non, mais attendez, il n'était pas pour les prix. Il était contre les prix de toute manière. C'était un homme qui... Mais il était très heureux, puisque vous écrivez dans le livre, dans le premier tome, sa réaction au prix France Fanon. Donc il était heureux, et puis voilà, il le méritait. D'un prix France Fanon, un prix Aimé Césaire, je pense qu'on n'a pas à hésiter là-dessus, parce que ce sont des penseurs... Je sais pas, il recherchait, et de tout temps, il ne recherchait pas les prix. D'ailleurs, quand il a eu le prix France Fanon, ils ont essayé de le mettre sur la voie, tu vas après avoir un prix. Là, jamais il s'est douté qu'on allait lui donner un prix, puisqu'il était contre. Il dit, il y a tellement de prix de toute manière aujourd'hui, il y a des prix pour un oui, pour un non. Donc, ce qui est vrai. Qui est vrai. Et puis, des gens se battent pour l'avoir, et après, ça passe pour du mérite, mais voilà, il faut savoir
trier le bon gré de livret. Pour aller dans votre sens, tout à l'heure, il y a quand même quelque chose qui a fait que Aimé Césaire il en a voulu à mon époux assez longtemps. Mais je me dis, je me doute qu'il y a mais peu importe, mais il y a quelque chose, parce que quand il écrit sur la négritude, quand il écrit tout ça, il y a quelque chose là de l'ordre des personnes qui convergent dans leurs pensées et tout d'un coup qui se mettent l'un à l'ignorer, l'autre à un petit peu quand même critiquer la négritude. Et il faudrait qu'on y vienne, parce que vous voyez, malheureusement le temps passe tellement vite, mais sur la question, pour qu'on suive, jusqu'à maintenant, je pense qu'on suit bien sa trajectoire. Oui. On comprend bien mieux quelle était sa forme d'engagement, et on comprend aussi le rôle que sa personnalité a joué dans le fait c'était un personnage brillant, intellectuel, sobre, effacé, en même temps, toujours présent par les rôles qu'il a joués dans des revues, dans Justice qui vit encore, dans Action qui a vécu, mais on a des numéros qui sont de très bonne facture, d'un bon niveau. On a les articles dans Tropique, on a une véritable réflexion philosophique sur notre société. Moi qui suis sociologue, pour moi c'est important. C'est pour ça que Ménil ne m'est pas inconnu du tout. Donc je suis un peu surprise que nos populations le méconnaissent, mais voilà, le travail de vous recevoir pour le faire connaître est tout aussi. C'est que, comme je vous dis, vous avez une grosse responsabilité dans l'intérêt que vous allez susciter chez nos téléspectateurs, pour qu'ils aient envie de le découvrir, puisque c'est une pensée sobre et profonde. Donc on a besoin de gens comme ça, parce qu'on a trop de gens qui tapent sur les bambous et qui font beaucoup de bruit et qui ne laissent pas de traces. Notre société souffre d'ailleurs d'un manque d'approche philosophique de sa réalité. Enfin, je disais que Césaire en a voulu, ça c'est pas sûr, il l'a pas dit non plus, mais quand, en 56, quand il a claqué la porte du Parti communiste, et Césaire... Et là où Césaire va fonder le parti. Mais c'est pas cette raison-là, en fait. C'est surtout... Non, je pense que c'est la négritude, la négritude, oui. C'est surtout que... il n'était pas d'accord avec la négritude telle que la concevait Aimé Césaire. Pour lui, elle était insuffisante. Et d'ailleurs, c'est très bien analysé, et vous verrez dans le texte M. Lapouchinière qui explique le point de vue de René Ménil. Parce que y a un article qu'a fait, à la suite donc de cette démission, René Ménil s'est senti libre de dire ce qu'il pensait de la négritude. Et l'article s'appelle « La négritude, une doctrine réactionnaire ». Donc, ça va faire couler de l'encre, je suppose, mais pour lui, c'était insuffisant, parce que lui, il voyait un combat plus de race. Pour lui, c'est un combat de race. Or, mon mari disait, c'est pas suffisant. C'est un combat de lutte sociale aussi. Il faut rajouter ce combat politique. C'est pas le côté culturel uniquement qu'il faut voir. Et c'est ça qui les séparait. Mais il me semble que Césaire a bien précisé qu'il n'était pas dans la race. Il était dans quelque chose d'autre. Moi, je crois que c'est ça qui a créé beaucoup de malentendus. Il y a des interprétations de la pensée de Césaire qui sont assez paradoxales, ou bien qu'il érige en penseur de la race. Or, j'ai souvent entendu Césaire parler de la nécessité qu'il y avait de se prévaloir d'une identité, de ne pas laisser les autres vous squatter totalement, d'exister pour faire partie de l'universel. Ouais. Même la façon que nous avons de concevoir l'universel, Césaire ne la concevait pas comme ça. Mais c'était plus concret à l'époque, c'était très concret. Oui, mais les débuts d'une doctrine sont toujours un peu... Il faut la forger, il faut la fonder, il faut l'expliquer. Oui. C'est toujours un peu compliqué. Et puis on voit dans négritude, on voit nègre. Mais pourquoi pas, à l'époque où Césaire écrit d'ailleurs,
Ils l'ont dit avant, ils l'ont dit en 1932. On reste dans l'idée que c'est Gontran Damas, Césaire et Senghor qui vont vraiment être les porteurs de cette doctrine-là. Maintenant, à cette époque-là, vous parliez vous-même au début de l'état du monde, au début du XXe siècle, oui, et des difficultés qu'il y avait d'exister en tant que noir. Ouais. Alors justement, les difficultés d'exister en tant que noir, alors il se penche d'abord sur la Martinique, en légitime défense, et aussi à l'extérieur. Ku Klux Klan, autre chose. Il se cantonne pas uniquement à la Martinique, dans légitime défense. C'est aussi le monde. Oui, il y a des articles qui viennent de gens différents, même. Mais il y avait aussi des liens avec les Américains, les Africains-Américains à l'époque. Oui, mais eux, ils l'ont dit avant, parce que pour leur combat, c'était d'être nègre. La légitime défense, ils l'ont dit avant, donc en fait, d'être nègre, et d'ailleurs, puisque le mot nègre, on ne voulait pas le prononcer, on en avait honte, donc ça a été leur combat. Et leur combat, c'était d'utiliser le mot nègre. Ce que je trouve aujourd'hui, alors, le mot nègre, on le bannit. Non, restez sur ce qui opposait. Je reviens là parce que restez sur ce qui c'est dommage qu'ils ne soient pas restés sur ce combat, parce que c'était leur combat. C'était leur combat. Non, mais Césaire l'a conceptualisé autrement. Maintenant, dans des phénomènes comme ça, il se trouve qu'il y a des courants. Dans un courant, des sous-courants ou des lectures un peu spécifiques. Qu'est-ce qu'il trouvait de racisant ou de racialiste dans la théorie de la négritude? Écoutez, moi, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Je pense qu'il faut quand même lire l'article vraiment où il détaille tout ça. Moi, je ne vais pas comparer entre Césaire et Ménil. Non, mais je connais le texte de Ménil sur la négritude. Mais je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas parce que j'ai l'impression... Il faut bien relire là. Il explique bien. Et après, c'est repris, c'est expliqué par M. Lapouchinière. Il y a les articles et tout qui vont vraiment éclairer tout ça. Qui vont vraiment dire pourquoi cette position-là. Il explique la position de Ménil. Il est aussi avec le monsieur, le haïtien là, qui s'appelle... comment il s'appelle Bonjour et adieu la négritude, qui a aussi critiqué cette... alors, je ne sais pas s'il faut l'appeler une doctrine, une idéologie, etc. Mais ce qui est important, c'est que il me semble que quand Césaire va quitter le Parti communiste, le Parti communiste français, pour fonder son propre parti, il y a des raisons qui sont dans le fonctionnement du Parti communiste, qui interdit que la question de, entre guillemets, la race ou l'ethnie, je ne sais pas comment vous l'appelez, soit évoquée parce qu'on est tous des hommes, surtout la théorie marxiste. Et moi, je peux comprendre sur la base du fait que M. Ménil était un marxiste, je peux comprendre que tous les deux aient eu des heurts ou des contradictions qui sont d'ordre idéologique. C'est normal qu'il y ait un marxiste qui a cette vision et qui était celle aussi du Parti communiste français, et Césaire qui disait, moi, tous ces gens-là parlent d'une civilisation qui n'est pas forcément la mienne, moi aussi j'existe. Alors la question c'est, est-ce qu'il y a eu des discussions, des échanges où M. Ménil a écrit contre la négritude sans échanger avec M. Césaire? Comment est-ce que les choses se sont passées? Eh bien, là, c'est ce que vous avez dit. Mais en fait, quand M. Césaire a claqué la porte, il n'a jamais parlé, jamais. Il n'a jamais dit qu'il était contre tel ou tel fait que nous venez de dire. Pas du tout. Il ne s'est jamais expliqué avant de partir. Or, ils étaient amis. Ils étaient amis. Jamais il a dit « je suis pas d'accord avec ta thèse, je suis pas d'accord avec ce qui se passe au parti ». Jamais. Alors je disais, on peut quitter un parti, mais il faut le faire légalement. Et Armand Nicolas m'a expliqué, parce que je discutais à ce sujet, et il me dit « non, Geneviève, M. Césaire, son intention, c'était de créer son propre parti. Il avait déjà ça en tête. Donc, en fait, il n'y a plus d'amitié qui compte, il n'y a plus rien qui compte.
on fait abstraction de tout ce qui était. Et c'est ce qui s'est passé. Mais est-ce et que c'est pas fait... expliqué ici. Non, mais est-ce que le fait que M. Ménil ait critiqué sa doctrine ne l'a pas indisposé, ou bien il n'a pas eu l'impression qu'il n'était pas compris, et donc il a... Parce que ce que je sais, moi, pour avoir écrit un livre sur Philibert Duféhal, j'ai quand même fréquenté tous ses ouvrages, les idées qui étaient... parce qu'il faut analyser les idées qui sont comment on va dire, qui ont cours à une période donnée. Quand on travaille sur les mentalités, on peut pas transposer comme ça, faire des bonds de géants du début du siècle à la fin du siècle. Nous changeons en plus à la vitesse grand V parce que nous ne sommes pas notre propre moteur. Donc je sais que dans la première moitié du XXe siècle, la Martinique a été une espèce de creuset qui a travaillé de la tête, qui a travaillé à trouver une orientation à donner au pays. Il y avait des luttes d'influence, il y avait un besoin de conceptualisation pour donner une orientation au pays. Il y avait tout ça, et c'est absolument normal qu'il y ait des confrontations. Maintenant, quand nous disons que les uns ont ignoré les autres, nous devons, nous qui avons besoin de comprendre pourquoi tous nos grands hommes ne sont pas tous logés à la même enseigne. Nous avons besoin de comprendre qu'est-ce qu'ils ont fricoté ensemble, pourquoi ça s'est mal passé et comment ça s'est mal passé. Et là, nous écrivons une histoire de la pensée. Oui. Là, nous sommes en train de parler. Donc, qu'est-ce qui, dans la pensée de M. Ménil, qui est marxiste, une vision du monde, ou bien une idéologie, je ne sais pas comment on l'appelle, parce que idéologie, c'est un peu quand même très connoté. Et lui, il est marxiste à l'époque où Césaire rejette le marxisme, parce qu'il comprend que c'est pas une idéologie à laquelle il a envie d'aller. Il va créer, tout comme il veut créer probablement son parti, il crée aussi sa vision de son être nègre dans ce monde blanc qu'ils sont en train de critiquer, ou qu'ils ont commencé à critiquer depuis début des années 30, puisque M. Ménil écrit Légitime défense. Il n'écrit pas seul d'ailleurs, il écrit avec d'autres. Non, il y a eu 5 articles dedans, puis tous les articles. Et donc, il 5 écrivains. Ils sont les premiers à critiquer. Donc, pour moi, ce qui est intéressant, c'est pas de savoir qu'on a oublié M. Ménil, mais je peux comprendre tout à fait. Il n'y a eu aucune discussion, ils n'ont plus aucune relation après. Aucune relation. Oui. Ils s'observaient ce qui se passait le PPM, les autres, et ce que faisait le Parti communiste. Il y a une observation, mais jamais ils n'ont eu de relation. J'ajouterais quand même qu'au plan littéraire, il lisait les textes de Césaire, et il a toujours fait, il n'y a qu'à regarder, des articles magnifiques, des commentaires magnifiques sur la littérature, au plan littéraire. Parce que c'est un monsieur qui est penseur, philosophe, et qui est dans la critique. La critique, ça veut dire la nécessité de lire ses contemporains, de lire ceux qui sont dans son environnement, qui font la pensée, l'action politique, etc., de lire, de comprendre ce que nos gens aujourd'hui ne font pas. Vous n'avez aucune critique littéraire à la Martinique aujourd'hui. Personne ne lit personne. Tout le monde fait sa petite carrière. Tout le monde est content d'avoir des prix de je ne sais sortis d'où. Et tout le monde d'ailleurs participe à des concours pour venir dire après qu'ils étaient les meilleurs. Mais ce travail que M. Ménil faisait dans l'ombre, il est précieux parce qu'il était, c'était un don de soi, et puis une sorte d'engagement par rapport à sa société, par rapport à la pensée, aux idées qui circulaient à son époque dans sa société. Et même si, bien qu'il ait souffert probablement de l'attitude de Césaire, peut-être que Césaire était un sanguin, peut-être que si, peut-être que ça, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que ce qui s'est passé à ce moment de la vie de notre société, quelqu'un l'a observé et a travaillé à mettre ce quelque chose-là par écrit, de manière à ce que les générations successives, eh bien,
s'inspire de ses écrits. Donc, ça rend le travail encore plus nécessaire. Donc, vous le vouliez pour les étudiants, mais tous ceux qui pensent leur pays, à mon avis, devraient aussi trouver intérêt à l'avoir. Mais pour moi, c'est ça ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir qu'on l'a mis de côté, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Et ça, je comprends mieux en vous écoutant, et je comprends surtout le rôle de pilier qui était le sien. Et justement, quand on est dans ces rôles-là, eh bien, on n'a pas de visibilité. Et c'est ça qui s'est passé. En plus, sa personnalité ajoutait à ça. Parce qu'un philosophe, c'est effectivement quelqu'un d'introverti dans sa façon de concevoir son rôle, d'être dans un parti où il milite, où il est dans un don de soi en permanence, sans exiger de retour. Parce que si il était dans, voilà, je veux qu'on me reconnaisse absolument, probablement qu'il n'aurait jamais rien écrit sur Césaire en disant, ce type-là, il m'a fait un couvage, donc moi, je ne veux plus entendre parler de lui. Et ça n'est pas le cas. Moi, je serais très, très heureuse d'aller regarder. J'ai lu ce qu'il a dit sur la négritude, mais j'ai pas compris le contexte. Et c'est pour ça que j'étais un peu crispée, mais pas parce que je lui en voulais de critiquer la négritude comme comment il s'appelle, j'ai oublié, Bonjour et adieu la négritude, parce que pour moi c'est important. C'est important qu'on propose des choses et qu'il n'y ait autour de nous, et que nous aussi nous jouions à ce rôle-là, de critiquer une idéologie, une théorie qui est proposée et qui est censée bien, voilà, nous fédérer autour de, voilà, soit d'une idée que nous partageons tous, soit d'idées qui vont nous diviser, mais qui vont nous fédérer par le fait que nous avons besoin de discuter les uns avec les autres autour de ces thématiques. Donc, ce monsieur-là prend une envergure qui est encore plus importante, à mon avis, plus nécessaire. Et c'est sur ces choses-là, ces aspects-là qu'il faudrait qu'on mette l'accent. Alors, vous avez dit qu'en 63, il est revenu au pays, il est dans le journal Action, il dirige le journal Action, et puis, je suppose qu'il reprend son poste d'enseignant. Oui, jusqu'à peu près dans les années... vers les années 70 à peu près qu'il a eu sa retraite, mais il regrettait de ne pas avoir commencé après 68 parce qu'il trouvait qu'il y avait beaucoup plus de liberté pour son enseignement, beaucoup plus... il aurait aimé enseigner après 68. Et je sais qu'il le disait, ça. Beaucoup de vannes qui s'étaient ouvertes, bien sûr. Ça aurait mais été... c'est consacré à l'écriture, après, beaucoup. Après, donc il a écrit. La lecture et l'écriture. Donc il est resté au Parti communiste. Ah oui, rédacteur en chef? Non, parce qu'après Armand Nicolas a pris la relève jusqu'à... il a refait un petit peu, enfin, entre-temps. Et puis, il prenait de l'âge et il a laissé un peu la place aux autres, quoi. Donc, Armand Nicolas prend la relève en quelle année? Là, je ne sais pas exactement. Parce que si en 63, il est directeur du journal Action, ça veut dire qu'il a laissé... dans les années 60. 61, je crois. Mais moi, je ne veux pas... D'accord. Et puis, donc après, il se consacre à l'écriture. Il reste toujours au parti. Ah oui, il est resté au parti. Il milite toujours. Et puis, il écrit. Ouais. Ah oui, il écrit, il passe toute sa vie à écrire, de toute manière. Ça, il alimente le journal Justice, il alimente d'autres revues, puis il a un rôle quand même. Il est critique littéraire, justement, vous en parliez tout à l'heure. C'est très difficile dans une île dite critique. D'ailleurs, il s'est fait des inimitiés à cause de ça. Parce qu'on il a fait certaines critiques. Mais c'est d'une dimension fondamentale de l'existence d'une société, je veux dire, qui se dit, enfin, démocratique, c'est une tarte à la crème, on ne sait plus ce que c'est vraiment, mais dans toutes les sociétés évoluées, je veux dire, qui ont cette conception d'elles-mêmes que le soi tout seul ne peut pas détenir la vérité, que c'est la confrontation des idées qui joue un rôle important, eh bien, il avait cette force de caractère de ne pas attendre d'être aimé, mais de d'abord jouer son rôle. Et s'il attendait d'être aimé, s'il voulait être élu, recevoir des prix et être honoris causa, je ne sais où, eh bien, il n'aurait pas fait ce travail-là. Parce que ce travail-là est précieux pour une société, surtout dans la nôtre, où personne ne supporte la critique. Donc, c'est important qu'on découvre qu'on a quelqu'un qui s'est occupé des œuvres, des travaux des autres,
qui a critiqué dans le sens où on parle de critique littéraire, bien sûr, critique de la pensée, c'est-à-dire avec un développement, avec une argumentation, et pas avoir des noms d'oiseaux lancés à la figure des gens, mais en mettant, parce que je sais ce qu'il a dit sur la négritude, et en même temps, Césaire avait déjà des démêlés avec le Parti communiste français, avant, au moment de sa lettre à Maurice Thorez, et sa démission à la Martinique a été très, très, très mal comprise d'ailleurs, et reçue, et vraiment, il a été persona non grata dans la vision, les regards et tout ça ont convergé vers lui, de manière à lui montrer qu'il avait trahi, donc qu'il passait pour traître. Donc je suppose que c'était pas une situation facile à vivre. Non, mais dans les années, vous verrez, dans le livre, il y a un article où il est malade, là, et puis justement, les réunions à Paris se faisaient chez sa belle-sœur, chez le docteur Tessé, Françoise Thésée. Donc ça se faisait donc là, Césaire y allait, Lame, le peintre, Gracian, l'avocat, comment il s'appelle déjà, maître, je sais pas. Manville, voilà, oui. Qui se réunissaient là aussi. Ils avaient des réunions et tout. Et puis un jour ils étaient réunis et là, lui était malade à l'étage, mais ils se parlaient plus déjà parce que c'est dans les années 60 et quelques. Et puis il descend quand même. Et puis ils se sont parlé comme si c'était jamais quitté, comme si c'était rien arrivé. Ça va bien, comme s'il n'y avait pas eu tout cet intervalle-là qui s'était passé. Non, on continuait, la vie continuait, quoi. Sauf que, bien sûr, ça a été chacun de son côté, quand même. Et puis, en fait, la réconciliation, elle existait littérairement. Et on peut pas dire. Mais tout ce temps qu'ils ont vécu ensemble à la Martinique, ils ne se sont pas rencontrés, n'ont pas échangé. Non. C'était devenu. En 93. Et non, mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'est étrange quand même, parce que la belle-sœur de René, Madame Françoise Thésée, venait régulièrement tous les ans, elle logeait chez nous à Schœlcher, au Grand Paradis, et Aimé Césaire venait la chercher. Il venait la chercher pour faire sa promenade tous les jours. Aimé Césaire restait, faisait monter son chauffeur. Mais il y avait un lien de parenté entre M. Césaire et Mme Thésée. Oui. Non, pas Césaire. Non, avec Césaire M. Mauger, avec qui il y avait un lien de parenté avec une Thésée dans ce cercle-là, non? Peut-être, mais... Bon, donc, M. Césaire envoyait son chauffeur pour chercher Mme Thésée. Elle descendait, mais il ne montait pas. Il n'est jamais monté saluer René Ménil. Et il venait tous les jours chez lui, quand elle était en Martinique. Voilà. Ça montre quand même qu'il y avait quelque chose, quoi. Oui, mais apparemment, ni l'un ni l'autre n'a fait le pas d'aller vers l'autre. Attendez, c'est lui qui venait quand même. Je sais pas, là. C'est lui qui venait. C'est lui qui venait dans la maison, quand même. Oui, mais vous m'avez dit qu'il restait dans la voiture. Il restait dans la voiture, quand même. Oh, vous savez, ce sont, comme on dit, des grands noms, et ils ont leur code, leur manière de gérer les conflits. Et là, c'était très galant. C'était très... De toute manière, lui, il était dans son bureau, il travaillait, il écrivait tout le temps. Donc, en fait, elle était libre de faire ce qu'elle voulait aussi. Mais enfin, il y avait un escalier à monter, quoi. Bon, que personne n'a monté. D'accord, que personne n'a monté. Donc, après, qu'est-ce qu'on peut dire de... Donc, ce livre est publié chez l'Harmattan en premier pour l'émancipation et l'identité du peuple martiniquais. À quelle occasion? Négritude et créolité. Ah non, ça c'était un article contre. Donc c'est publié en 2008. Il écrit, donc il se consacre à l'écriture, et ça, je suppose que c'est le résultat d'une de ces activités-là dans les années entre les années 70 et 2000, ça fait quand même beaucoup. Oui, mais c'est un grand livre, il a mis beaucoup de temps. C'est repris ici, intégralement. C'est intégralement dans celui-là, dans le tome. D'accord. Et donc ça, c'est l'ouvrage qui va paraître dans cette troisième phase de sa vie.
C'est ça, cet ouvrage-là, en 2 tomes. C'est-à-dire, non, il est décédé, là. C'est moi qui... Non, mais vous avez dit qu'il est décédé en 2004. Oui. Ah, ça, vous l'avez fait paraître après. Non, c'est moi qui ai... c'est moi qui ai réuni tous les articles, qui ai fait ce livre-là. Non, il est décédé en 2004. Effectivement, ça paraît en 2004. Le dernier article, mais alors, tout ce qu'il écrivait, d'accord. Mais voilà. tout ce qu'il écrivait, puisque vous dites qu'il écrivait, c'est où, alors? C'est là. C'était pas publié, en fait. Voilà, c'est 2 livres. Donc, c'était pas publié. Comment? C'était pas publié, ce qu'il écrivait. Ou dans Justice, ou dans d'autres revues, ou alors dans... j'ai la correspondance, c'est toute la correspondance personnelle qui m'avait laissée. Donc là, ça figure surtout dans le 2e tome. Hein. D'accord. Non, il y a des documents surtout que je possédais, qu'il conservait, et donc... que j'ai dit j'offrirai à la Martinique, donc qui n'ont pas été édités, qui n'ont pas été publiés, donc tous ces des documents importants. Donc certains figurent dedans. Enfin beaucoup, là, presque tout figure dedans, hein, quand même, qui n'a jamais été porté à la connaissance du public. D'accord. Hein. Donc qu'est-ce que vous, pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que vous leur conseilleriez pour qu'ils trouvent de l'intérêt à lire? Ce sont des textes de penseurs. C'est pas un romancier. Ouais. Non, c'est pas un romancier. C'est quelqu'un qui produit... Oui, voilà, il faut parler du style, du genre littéraire. Mais c'est beau, c'est bien écrit. Vous avez les scénarios, c'est vraiment un plaisir de lire ça, qui peut être lire dans les écoles primaires. Et dans les scénarios, vraiment... Il a écrit des pièces de théâtre? Non. Des films, des scénarios, Non. Ça s'appelle scénario, c'était justement une vision qu'il avait de film. Et il y a toute une partie qu'il appelle scénario. C'est dans le tome 1. Mais c'est super. D'accord. Et il vous met dans une ténébreuse affaire, enfin des faits qui sont passés. Le chauffeur d'autobus, c'est amusant, vraiment. Puis attendez quand même, c'est une rétrospective de beaucoup de personnalités de livres, de livres dans ses critiques, des articles, ses critiques, d'accord, mais des analyses magnifiques sur le cinéma aussi, sur... il y a des poèmes qu'il a fait, il y a... Là, je tombe dessus l'article sur Aimé Césaire. Regardez, une œuvre écrite considérable, enfin, mais magnifique cet article. Donc c'est une sorte de florilège de... Oui, c'est ça, en fait. Voilà. Là, c'est assez bon. Donc c'est assez inégal. On n'est pas dans quelque chose de... Il y en a qui sont très courts d'ailleurs. On n'est pas dans une sorte dans une œuvre, qui se tient du début à la fin. Non. On a des articles qui sont parfois là j'ai résumé dans le 1er tome parce que j'ai peut-être fait une erreur qui m'a été reprochée par un universitaire, un seul de toute manière. Donc j'avais fait des regroupements, j'avais fait des classements, j'avais dit des hommages. Il a fait des hommages sur des personnalités de l'île ou étrangères, Victor Hugo, Saint-Jean-de-Perse et tout, quand il mourait, faisait des articles sur Aragon, c'est remarquable ce qu'il a décrit. On apprend, c'est vraiment un livre de chevet, on apprend des choses sur Victor Hugo, on apprend sur sa vie et tout, ça va vite, il a tout résumé, mais vraiment bien écrit. C'est une perle, dans l'écriture, de la façon dont il écrit. C'est très beau littérairement. Les hommages, les poèmes, et j'ai classé critique littéraire et artistique. Après, politique et idéologie, j'ai regroupé tout ça, donc c'était varié. Justement, c'est le reproche qu'on m'a fait de ne pas avoir laissé chronologiquement pour voir justement comment il passait ses journées. Et moi, j'avais regroupé. C'était une erreur, en fait, peut-être. Entretien, alors ces scénarios... Donc, là, Madame Cécile Ménil joue bien un rôle dans la diffusion de ses œuvres et elle y met quelque chose d'elle qui n'est pas de Monsieur Ménil. C'est très important dans la restitution d'une œuvre qu'on comprenne ça. Maintenant, non, c'est de René Ménil, mais moi j'ai fait une classification, j'ai regroupé. Et dans le 2e livre, c'est pour ça que dans le 2e livre, c'est par ordre chronologique, j'ai évité de faire l'erreur. Les classifications ne sont pas neutres, Madame Ménil, vous comprenez. Elles ne sont pas neutres, mais c'est pas grave, c'est pas un reproche. Vous avez dit qu'un universitaire vous a reproché. m'a dit c'était... Non, mais parce que si on travaille
par période, comme je vous disais. On travaille sur les mentalités. C'est important de comprendre les productions d'une époque par rapport aux contraintes sociales, à l'environnement, aux débats politiques qui ont cours dans la société et à la façon même identitaire quand les gens de se définir. Donc c'est pour cela que de garder dans les cadres, dans la chronologie ou la diachronie, on arrive à peut-être se dire tiens là, mais c'est pas grave, c'est votre choix de l'avoir fait comme ça, et je le dis pour qu'on sache que les choix ne sont pas neutres et qu'ils laissent trace de la personne qui les a fait dans l'œuvre. C'est pas grave, mais c'est là. Maintenant, le deuxième volume, vous dites que c'est vraiment votre travail, nos ramations. Comment vous disiez vous avez dit quelque part des injures. Non, vous avez dit mes recherches ont fait l'objet d'une publication. Voilà, c'est mes recherches, d'accord? C'est important. C'est vraiment Madame Ménil qui met quelque chose dans cette œuvre qui va prolonger ou bien faire connaître, circonscrire la pensée de son époux et qui entend le faire connaître ce travail aux étudiants. Alors, qu'est-ce que vous pensiez? Parce que vous avez répété beaucoup que vous aimeriez que ce soit les étudiants, en tout cas, et vous regrettez que l'université de ce pays ne s'occupe pas ne juge pas important de diffuser ce travail. Je ne sais pas si je me répète, parce que il y a eu une conférence à l'université il y a quelques années, et j'avais demandé dans la salle était comble d'étudiants, qui est-ce qui connaît, qui est-ce qui a entendu parler de René Ménil? C'était des étudiants en lettres. Pas un seul étudiant ne connaissait René Ménil. Et c'est pour ça que j'ai augmenté mon action pour retrouver des documents, pour les mettre à la portée des étudiants, des enseignants. Parce que j'ai été étonnée. Alors j'ai dit c'est un peu de la faute peut-être des universitaires, des enseignants, qui eux-mêmes connaissaient peut-être pas non plus. Et on m'a dit on ne peut pas enseigner. Parce qu'on n'a pas de support pédagogique. On n'a pas le droit de faire des photocopies, ou très peu, ce qui était vrai aussi. Parce que j'étais enseignante, donc on n'a pas le droit de faire beaucoup de photocopies, disons. Donc, il n'y avait pas. Alors, donc, je me suis dit, maintenant, il faut que je fasse des livres pour que ça soit à la portée des étudiants, à un coût modéré, pour qu'ils puissent au moins l'acheter. Mais vous dites maintenant que vous n'avez toujours pas d'ouverture pour proposer ces ouvrages à l'université. Alors à l'université, malheureusement, on m'a dit que il ne peut pas y avoir de conférences à l'université pour les étudiants. Si on ne les touche pas, où peut-on toucher des étudiants? C'est pas à l'université, c'est la question que je me pose. Il n'y a pas de café discussion, de café littéraire. Peut-être il y en a, peut-être, ce serait peut-être encore une solution. Je ne sais pas. Comment toucher, surtout... Ça touche tout le monde, parce que ces livres-là, il y a un autre objectif, c'est non seulement de découvrir une personne, mais d'autres personnes, d'autres gens qui ont agi beaucoup en Martinique. Chaque article où il y a des Martiniquais ou de cités, j'apporte des explications sur leur rôle, qui ils étaient. On apprend quand même des choses. On apprend que pendant la guerre, il y avait une effervescence intellectuelle. En 1945, il y a un groupe de jeunes qui a produit une revue qui s'appelle Caravelle. Et Caravelle, il y a eu une vingtaine d'articles. Et c'était des jeunes qui étaient bien plus de gauche, bien sûr, que de droite, mais il y avait une grosse émulation. Il y avait une émulation énorme, comme vous le disiez tout à l'heure. Il y avait vraiment... C'était en bouillonnement, il y avait des actions, il y avait une réaction. Bon. Et puis, attendez, c'était le joug colonial, il fallait lutter contre d'une façon ou d'une autre. L'écriture en était une. On n'est pas sorti de l'auberge, mais on lutte moins. On lutte moins. On est d'accord. C'est ça. La colonisation, c'est l'oppression. Et puis l'oppression, pour lutter contre l'oppression, on se sent agressé, donc il faut réagir. À vous entendre, j'ai l'impression que c'est fini. Non, c'est pas fini. Non, j'ai pas dit que c'était fini. C'était une autre forme d'oppression. Ah oui, elle est tout aussi terrible. Alors, elle est tout aussi terrible. Donc, à l'université, pas d'ouverture. Eh bien, expliquez à nos téléspectateurs, aux étudiants qui vous écouteraient, au public d'ailleurs, parce qu'il y a des gens d'ailleurs aussi qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous voudriez
faire pour faire connaître le maximum de conférences. Donc, j'ai fait une présentation au Parti communiste m'a ouvert ses portes. Il y a eu une présentation des livres, c'était très très intéressant. Il y a eu un bel échange, il faut dire ce qu'il y a. Et là, tout le monde s'est proposé pour m'aider, pour essayer d'organiser des conférences. Moi, je suis tout à fait d'accord pour porter à la connaissance du public justement ces livres comme on l'a fait, avec même des intervenants différents. Je prévois des intervenants aussi. Donc, le maximum de rencontres, de conférences, de télévision. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup de m'inviter quand même à votre émission. Et vous êtes la première, télévision. On remercie aussi Yannick et François et Monsieur Granier et aussi Manuela de nous permettre de faire ces émissions, bien sûr. Donc je remercie au passage tous les responsables. Oui, comme ça clignote de toute façon. Bientôt, c'est la première. Il faut faire des télévisions. Les télévisions, c'est ce qui porte le plus, quand même. C'est-à-dire... c'est un plus grand nombre, quand même, de personnes. Oui, et il faut que les gens prennent le temps d'écouter et que ce que nous disons leur paraisse intéressant pour qu'ils n'aient pas envie de zapper, chers téléspectateurs. J'espère que vous n'avez pas eu envie de zapper. Mais non, Monsieur Ménil, c'est pas du roman, c'est pas de la BD, c'est pas une littérature, de chevet, pourquoi pas. Chaque soir, vous pouvez lire un petit texte. L'avantage du livre, c'est qu'il est comme ça. Il est très gros, mais vraiment, vous avez sur chaque page des petits textes parfois qui font une moitié de page, et ça se lit sincèrement sur beaucoup de sujets, des gens, des personnes, sur tous les thèmes, tout. C'est vraiment un florilège, et donc avant de vous endormir, vous lisez un petit ou deux petits, et vous n'aurez pas l'impression de devoir ingurgiter une somme de choses, de pages importantes. Chaque soir, une petite page. Voilà. Maintenant, dites à vos téléspectateurs... Je peux lire un article qui est tellement... Vous vouliez lire quelque chose de légitime défense tout à l'heure, mais faites comme vous voulez. Sur légitime défense... Faites comme vous voulez. Sur légitime défense... Vous vouliez lire quelque chose. Là, c'est de René Ménil, Généralité sur l'écrivain de couleur antillais, où il dit « Par quelle coïncidence les sentiments de petits-fils d'Africains se trouvent-ils être ceux de petits bourgeois français ?» On objecte que les petites Antilles françaises ont pendant des siècles tellement assimilé les leçons de la civilisation française qu'à l'heure actuelle, les Noirs antillais ne peuvent plus penser que comme les Blancs européens. Le mal ne me paraît que plus grand. Au point de vue économique, il est très utile à l'Européen que la pensée du colonisé cadre exactement avec les vues colonisantes, ou plus exactement les serves. Par contre, le génie propre de l'Antillais de couleur est mécaniquement nié dans les écoles, dans les familles où règne le bon goût européen d'il y a quelque temps. Il est certain que les livres dont l'Antillais est nourri ont été écrits dans d'autres pays et pour d'autres lecteurs. Progressivement, l'Antillais de couleur renie sa race, son corps, ses passions fondamentales et particulières, sa façon spécifique de réagir à l'amour et à la mort, et arrive à vivre dans un domaine irréel, déterminé par les histoires abstraites et l'idéal d'un autre peuple. Tragique histoire de l'homme qui ne peut pas être lui-même, qui en a peur, honte. Alors ça, c'est ce que disait... Voilà, maintenant, il faut qu'on arrête. Voilà. Et juste, je vais passer un petit passage. C'est Misère d'une poésie qu'a écrite Étienne Léraud. Oui, tout petit. On va parler de Madame Léraud. Là, elle va non, on ne peut pas, parce que l'émission Non, l'histoire de ma... Ah oui, d'accord. Voilà. L'Antillais, bourré à craquer de morale blanche, de culture blanche, d'éducation blanche, de préjugés blancs, étale dans ses plaquettes l'image boursouflée de lui-même. D'être un bon décalque d'homme pâle lui tient lieu de raison sociale, aussi bien que de raison poétique. D'accord. Alors moi, ce que je vais reprocher à M. Ménil, mais c'était à l'époque,
de cette façon-là qu'on écrivait sur les colonisés, les aliénés, c'est que ce sont des personnes qui sont socialisées. Et la socialisation, c'est ça son travail. Donc on ne peut pas reprocher à des gens d'avoir été socialisés en aliénés et de devoir se lever le matin en étant d'autres personnes. Et franchement, on a fait des progrès de ce côté-là. La sociologie nous donne des outils pour comprendre comment fonctionne la socialisation aliénante. Et du coup, on essaye aujourd'hui, on est passé au stade d'essayer de déconstruire cette socialisation aliénante. Alors, mais là, c'est un constat, c'est le constat. Oui, après, il y a l'action. Oui, mais il a écrit en 1932 et on fait toujours le même constat, sauf que les choses changent. Non, sauf que les choses changent et qu'il faut qu'on sache. Ah bah oui, bien sûr, ça a évolué. Non, mais il faut qu'on sache appréhender ces changements-là avec l'outil que nous donne, les outils que nous donne la sociologie, les sciences humaines. Voilà, chers amis, c'est déjà fini. Madame Ménil, dites quelque chose à vos téléspectateurs. Ben écoutez, je vous remercie. Le livre, j'espère vous les montrer lors de conférences ou lors de réunions. Moi, je suis toujours disponible pour aller à des réunions. Voilà. Et puis sinon, on les trouve. Moi, je les vends, bien sûr, mais sinon, on les trouve. Alors, donnez un téléphone. Oui, merci beaucoup. Alors, mon téléphone, c'est 06 96 27 14 28. 27 14 28. J'ai une adresse électronique, ça fait Gense, GENSE 972 @yahoo.fr. Et sinon, on les trouve à la librairie antillaise, dans toutes les librairies antillaises, non, c'est pas Espace Créole. Présence Créole, merci beaucoup. Présence Créole et maintenant à la FNAC. Peut-être d'autres endroits, mais pour le moment, là, c'est certain, on les trouve. Et puis, lors de réunions et de conférences, je suis à la disposition de tout organisme, de toute organisation pour en parler, pour échanger. Et voilà. En tout cas, un grand merci. Grand merci. Voilà, chers téléspectateurs. Je vous souhaite de passer une bonne soirée en compagnie donc de Monsieur Ménil, en repensant à lui, à son travail, à la personne qu'il était, qui nous est resté peut-être à une bonne partie d'entre nous méconnu, mais moi je le connais puisque je m'intéresse beaucoup à tout ce qui se produit chez nous, surtout dans le domaine de la pensée, parce qu'il me semble important qu'en tant que peuple, ou que nous ayant la prétention d'être un peuple, que nous nous intéressions à comment s'est formée la pensée et se forme la pensée, notre manière de penser, de regarder le monde dans notre société. Voilà, je remercie encore Zouk TV, Yannick, François, Manuela, Monsieur Granier, de nous permettre d'être avec vous. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. Et j'ai oublié de dire qu'il disait qu'il fallait parler créole. D'accord. Voilà. L'émission est finie. Elle me dit, bon, je vous redis. Alors, à très bientôt.